Tout va bien dans notre Occident comblé. Beauté, jeunesse, forme, tout va bien tant qu'on a la santé. En Occident, on a de beaux vieux. Mais pour ça, il faut des soignants. En France, un médecin pour 250 habitants, n'est-ce pas confortable? Eh bien, pas vraiment. Les malades, les gens âgés, craignent que leur avenir ne soit sérieusement compromis par manque de médecins et d'infirmières. L'hémorragie de soignants commence à toucher les plus prestigieuses structures hospitalières. C'est le cas de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Actuellement, dans les hôpitaux publics, mais également dans les services d'hospitalisation privée, il y a un manque d'infirmières sur toute la France. On n'arrive pas à subvenir aux besoins. Et du coup, on a été obligé de fermer des lits de maternité. On a un manque cruel de médecins et les solutions immédiates ont été trouvées dans certains secteurs en embauchant des médecins étrangers. La mondialisation, accélération vertigineuse de tous les échanges, a créé un marché international de la santé. Pour le fournir en soignants, des firmes spécialisées recrutent directement à l'étranger. Principal employeur privé de France dans le domaine médical, la Générale de Santé va ainsi chercher des infirmières en Espagne. Et seulement en Barcelone, il y a 3000 infirmières nouvelles tous les un an. C'est pour ça. Regarde, toute l'Espagne combien d'infirmières. L'immigration, pourtant controversée, nous est donc fort utile en matière de santé. Mais le recrutement d'un personnel aussi spécialisé a ses règles et son coût. Nous leur offrons le voyage, donc le billet d'avion, une formation à un français d'1 mois à temps complet et les logements les 2 premiers mois. La formation des infirmières espagnoles elle est équivalente à celle des infirmières françaises à ce jour et ils font partie de la communauté économique européenne, donc c'est beaucoup plus facile d'avoir la validation de leur diplôme. À part d'avoir donc une compétence technique tout à fait correcte et très bonne, elles ont apporté de la chaleur et de la gaieté, dit-on. Ok. Pour compenser cette pénurie de soignants, il arrive aussi de plus en plus souvent que l'on fasse appel à des émigrés venant de bien plus loin que l'Europe. En banlieue parisienne, le docteur Assi, issu de Côte d'Ivoire, exerce la profession de chirurgien-dentiste et rassure ses malades en chantonnant. Technique moderne et pratique de griot se complètent. Voilà, on continue. Pour un Africain qui arrive en France, qui est accueilli comme ça m'a vraiment beaucoup aidé. Quand je partais, je me souviens, mes parents s'inquiétaient. Oula, dans quel monde tu vas? Et finalement, je suis rendu où j'en suis aujourd'hui et j'en suis content. Le directeur du centre de santé où travaille le docteur Assi se montre très ouvert à cette forme de recrutement. De fait, nous avons déjà un certain nombre de candidatures de personnes venant d'Afrique du Nord, voire d'Afrique subsaharienne. Nous avons une autre dentiste qui est originaire d'Afrique du Nord. C'est vrai que ce sont des candidatures qui ont tendance à se multiplier. Mais pendant ce temps, que se passe-t-il ailleurs? Où en est l'Afrique du point de vue sanitaire? Pas bien loin sur la voie du progrès, semble-t-il. Au Malawi, où nous sommes, à Mangochi, choisissez votre jour pour tomber malade. Par manque de personnel, l'hôpital départemental est fermé le week-end. Pourquoi avoir choisi le Malawi, petit État d'Afrique de l'Est, comme première étape de notre enquête concernant les effets de la mondialisation sur la santé publique des pays du Sud? Eh bien, c'est que le Malawi présente une manière de record. Entre 2000 et 2003,
80% des jeunes médecins qu'il avait formés ont quitté le pays pour s'employer ailleurs. De 1966 à 1994, le peu regretté président Banda exerça une dictature délirante. Il n'admettait autour de lui que des médecins blancs. Il n'y avait aucune faculté de médecine au Malawi. Aujourd'hui, avec la démocratisation et malgré le sous-développement encore très visible, la faculté de médecine de Blantyre forme enfin sur place des praticiens. Mais ils partiront presque tous pour l'étranger. Alors où est le problème ? Le doyen de la faculté de médecine, un Britannique naturalisé malawiyan, pense que son pays peut s'en sortir. Nous pouvons accueillir des médecins étrangers dans notre centre de recherche avec des formateurs venus du monde entier. Australie, Hollande, France, ce sont des maîtres de conférences qui relèvent le niveau de notre enseignement. Ils font de l'excellente recherche avec leurs collègues du Malawi et nous espérons aussi mettre des Malawiyans à tous les postes de décision dans le collège et ailleurs. Du commerce, des banques neuves, la mondialisation est bien là. Mais le docteur Kumwanda, un des rares diplômés de la jeune faculté à être resté au pays, souligne que le Malawi ne parvient pourtant pas à retenir ses soignants. Il y a toujours un énorme manque de soignants. Sauf erreur de ma part, le nombre de médecins par rapport au nombre d'habitants avoisine les 1 pour 50 000 ou 1 pour 60 000. Alors vous pouvez vous rendre compte de l'étendue des besoins. Notre médecin dépeint un pays qui, en termes de santé publique, perd son sang. Le Malawi n'est pourtant pas un désert. Pays essentiellement agricole, ses moindres parcelles de terre arables sont cultivées comme un jardin. Mais il est très densément peuplé et les paysans d'ici ne disposent que de leur corps et d'une simple houe pour travailler le sol. Pour échapper à la faim, ils s'accrochent au flanc de la montagne pour planter quelques grains de maïs parmi les rochers. Mais il faut avoir la santé pour un tel travail. Et de médecins ici, nulle trace. La combinaison d'une mauvaise distribution, d'une mauvaise récolte, de la pression et du changement démographique, tout cela concourt à générer ce que certains appellent le piège de la démographie. Le piège de la démographie, c'est quand les ressources du pays ne suffisent plus à une population qui augmente. Et peut-être sommes-nous en train de tomber dans ce piège. C'est accentué par l'effet du sida qui détruit la classe d'âge des jeunes actifs, si bien que ce sont les vieux ou bien les enfants qui doivent s'occuper des champs. En 30 ans de dictature, le Malawi a vu son espérance de vie baisser. 39 ans pour les hommes, 42 pour les femmes. Le sida frappe sans relâche. Le nouveau président, le docteur Muluzi, combat l'épidémie par une campagne d'affiches où, à la veille des élections, il s'affiche surtout lui-même. Nous voyons beaucoup de patients dont les principales affections sont liées au virus du sida. Lors de notre dernière enquête, nous avons constaté que 80 à 90% de nos patients souffrent de maladies opportunistes causées par le sida. Alors vous pouvez vous rendre compte de l'ampleur du problème auquel nous faisons face. Le Malawi s'enfonce dans la crise. Paupérisation, famine, sida, maladies opportunistes. Le pays a donc désespérément besoin de tous ces médecins. Mais c'est à des milliers de kilomètres du Malawi qu'on peut retrouver certains d'entre eux. En Écosse, à Glasgow, le docteur John Lwanda a fait une très belle carrière. Il dirige aujourd'hui 2 cliniques, l'une publique, l'autre privée dont il est propriétaire. Pourquoi maintenant songerait-il à rentrer au pays ?
Je suis arrivé ici en 1970. À cette époque, les études duraient 5 ou 6 ans et on ne recevait aucun subside pour les vacances. Alors, vous arrivez ici, vous restez 6 ans et je me rappelle en 1972, on suppliait, s'il vous plaît, faites-nous rentrer, on a le mal du pays. Ils ont dit non. Après 4 ou 5 ans, on n'avait plus le mal du pays, vous êtes peut-être mariés et vous restez là. Le docteur Luanda ne s'envolera pas pour le Malawi, sauf en vacances. Son pays natal, faute de médecins, confie l'avenir de sa population à des infirmières. Un des professeurs de l'école nationale qui les forme insiste sur l'importance vitale de leur polyvalence. Nos sages-femmes savent aussi gérer des accouchements difficiles. Elles sont amenées à pratiquer elles-mêmes n'importe quel type de soins, y compris des accouchements par aspiration ou par le siège, des cas de jumeaux, des hémorragies postnatales, tout ce qui peut arriver à une femme au cours de la grossesse et de l'accouchement, excepté les césariennes et les forceps. Mais ces personnels à tout faire ne s'occupent pas que d'accouchement. À Namadzi, tout près de Blantyre, une infirmière de premier niveau, 2 ans d'études, tente d'endiguer la marée des malades. On en voit du monde ici. Parfois, ça peut atteindre 300 patients par jour. Certains cas sont difficiles pour nous. C'est un petit centre ici, alors on les transfère vers les gros hôpitaux. Transférer vers des hôpitaux mieux équipés serait en effet la solution. Mais comment procéder, malgré la bonne volonté souriante des bien portants et l'infinie patience des malades, quand on se heurte à certains obstacles? Voici la salle d'attente. Tous nos cas graves nécessitent d'être transférés vers des hôpitaux plus grands. Mais ça prend 2 à 3 heures pour que l'ambulance arrive jusqu'ici. Malheureusement, on a un problème pour les appeler. On n'a pas le téléphone. Ce qui est dommage, c'est que quand ces dispensaires ont été construits, dans la plupart des cas, il n'y avait personne pour les faire tourner. Certains n'ont même pas pu être ouverts après leur construction. D'autres ont dû fermer par manque de personnel. La situation est-elle donc désespérée? Le Malawi est-il condamné à colmater au jour le jour les brèches de son système de santé publique déserté par le personnel soignant? De sa position extérieure et privilégiée, là-bas, en Écosse, le docteur Luanda a des solutions. On a besoin d'une vraie politique drastique qui reprend les choses en profondeur. Vous ne pouvez pas seulement dire au docteur « vous êtes formé, c'est bon ». On est dans un système libéral qui a succédé à la dictature. On ne peut pas dire « toi tu es docteur, on t'a formé, tu restes ». Ça ne marche pas. Donc, les organismes donateurs, les Nations Unies, les régions, tout le monde a un rôle à jouer. Mais en premier lieu, c'est le gouvernement, les politiques qui doivent voir que le peuple souffre. Mais ce n'est pas le cas au Malawi. Si vous allez au Malawi, vous voyez le président dans son beau cortège présidentiel. Mais si vous allez dans un hôpital, on n'est pas foutu de vous donner de l'aspirine. La démocratisation n'a donc pas été une panacée au Malawi. Dans l'école nationale d'infirmières et de sages-femmes, les étudiants et étudiantes passent leurs examens dans un calme studieux. Mais combien décideront vraiment de rester travailler au pays pour des salaires de misère? Mon souhait est que cet institut continue de croître et qu'il soit en mesure de former encore plus d'infirmières. Parce que nous avons remarqué qu'au fur et à mesure qu'ils sortent de l'établissement avec leur diplôme, nos élèves quittent le Malawi. En ce moment, j'ai une obligation de service envers le gouvernement. Puisqu'il a payé mes études, je dois travailler pour l'État pendant 2 ans. Après, je suis libre de décider si je vais à l'étranger ou pas. N'est-il pas illusoire de demander un dévouement sans contrepartie à ces étudiants à qui l'on n'offre aucun avenir? Bien que ces gouvernements occidentaux ne nous débauchent pas directement nos infirmières, ce sont des officines privées qui s'en chargent. Elles expédient nos infirmières dans leurs établissements publics de santé. Et ce n'est pas uniquement limité aux infirmières, mais aussi aux techniciens de laboratoire.
Le comble du cynisme, c'est que ces démarcheurs viennent dans nos pays, ils ouvrent une agence, ils mettent des publicités de recrutement dans les journaux, et de fait, l'incitation est trop forte pour que le personnel médical visé refuse leurs propositions. Quand on voit les salaires misérables que nous proposons nous-mêmes, on peut difficilement les en blâmer quand les opportunités de départ leur sont offertes avec une telle facilité. Les visas sont préparés, toutes les formalités sont réglées par ces agences. Alors c'est une véritable guerre d'usure à laquelle nous devons faire face. Je trouve ironique que les pays occidentaux nous donnent de l'argent pour former notre personnel et ils ferment les yeux quand eux-mêmes se mettent à recruter les gens qu'ils ont formés ici pour les faire travailler chez eux. Comme je dis, c'est comme reprendre d'une main ce que l'on a donné de l'autre. Ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui vont payer de leur vie pour cette aide que nous recevons maintenant. Personnellement, je ne trouve pas ça seulement injuste, je trouve ça immoral. Tout serait donc d'abord une histoire de gros sous. Et il suffirait de payer mieux les soignants pour les dissuader de fuir et d'abandonner le paysan malavoyant au hasard de la maladie. Le docteur Kumwanda, seul rescapé d'une promotion de 20 collègues qui sont tous partis, et la responsable de l'école d'infirmières veulent le croire. La plupart des pays africains sont incapables d'aligner des salaires comparables à ceux qui sont pratiqués en Europe. Pourtant, si on arrive à augmenter légèrement les salaires des personnels travaillant ici, je suis sûr que les gens préféreront rester au pays. Je garde comme espoir que nous puissions avoir plus de personnel pour combattre cette épidémie de sida, qui est vraiment un énorme problème. Je ne sais pas comment c'est dans votre pays, mais au Malawi, on souffre vraiment beaucoup. De ce rivage, dans un passé lugubre, partaient des boutres arabes qui acheminaient les esclaves vers le nord. Toujours plus au sud, c'est en République sud-africaine que nous venons chercher une nouvelle réponse à la même lancinante question. Un soignant africain n'a-t-il qu'une idée en tête, quitter ce coin de la planète? En apparence, l'Afrique du Sud s'oppose absolument au Malawi. C'est ici la perle du continent. Tout respire l'opulence. Vignes, maisons, voitures, le développement ne fait aucun doute. À Johannesburg, l'immeuble de la De Beers, en forme de diamant, resplendit de tous ses feux. À Cape Town, le Groote Schuur Hospital s'enorgueillit à juste titre d'être un des hauts lieux planétaires de la chirurgie et de la médecine. Une des preuves de la qualité exceptionnelle du Groote Schuur, c'est que de riches malades africains préfèrent s'y faire admettre plutôt que d'aller en Europe. C'est un hôpital reconnu dans le monde entier. Il suffit simplement de vous rappeler la première transplantation cardiaque qui a été faite ici, la première transplantation cardiaque au monde. Mais cet établissement prestigieux a-t-il pour autant réussi à empêcher les infirmières de fuir? Paradoxalement, la réponse est non. Et le Groote Schuur, lui aussi, doit recruter ailleurs. L'infirmière en chef initie ses nouvelles collègues, dont 2 viennent du Malawi, attirés par un salaire 4 fois supérieur à celui de leur pays.
Les infirmières d'Afrique du Sud sont très recherchées à l'extérieur, à l'intérieur de l'Afrique, mais aussi à l'extérieur, en particulier outre-Atlantique, par exemple en Arabie Saoudite, en Angleterre, l'Amérique s'y met aussi. Ceci est dû à leur très haut niveau d'enseignement, qui est vraiment le meilleur qu'on puisse trouver en Afrique du Sud. Alors dans ces conditions, il n'est pas étonnant que nos infirmières nous quittent et émigrent. Chaque mois dans ce simple hôpital, nous dépensons 180 000 € à payer des infirmières en extra parce que les nôtres sont partis. Les agences de recrutement, dont le docteur Broadhead au Malawi stigmatisait les effets, ont donc ici du pain sur la planche. Toutes situées dans un environnement accueillant, voire carrément opulent, elles affichent sans complexe un chiffre d'affaires en constante augmentation. Nous sommes en mesure d'envoyer quelques 150 infirmières par an à l'étranger, en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Et ça va en augmentant. Nous faisons de la publicité massive dans la presse locale et les journaux spécialisés. Nous faisons passer un entretien aux infirmières pour être sûrs qu'elles se plairont bien là où elles vont. Il faut qu'elles réalisent que ce n'est pas simple. Il y a des différences de langue, de culture, et puis nous prenons en charge toute leur paperasse et leurs démarches administratives. Cape Town est une des très belles villes du monde. Son site exceptionnel et son charme n'empêchent pourtant pas les jeunes diplômés de la quitter pour tenter meilleure fortune ailleurs. Dans son quartier résidentiel, une infirmière n'est pas tendre pour le service public qu'elle a fui. Si vous regardez les conditions dans lesquelles les gens exercent leur métier, il n'y a pas d'équipement. Ils ont trop de travail, beaucoup trop de patients, il n'y a pas assez de personnel. C'est incroyable et la rémunération n'est pas à la hauteur. Au début, j'avais prévu de m'expatrier pendant 2 ans. Et puis finalement, le temps a passé, je me trouvais bien et je suis restée 5 ans. S'expatrier 5 ans et en Arabie Saoudite, pour une femme, c'est en effet un choix. Madame Bauer, radiologue spécialiste, a fait le même pour des raisons matérielles dont elle parle volontiers. Mon salaire était à peu près le double de celui que l'on touche ici, et avec en plus plein d'avantages en nature. Un appartement pour 2 personnes très confortable avec tout ce que l'on peut souhaiter. Un séchoir, une machine à laver, une très belle piscine, des cours de tennis entièrement gratuits. C'est un bus qui nous emmenait au travail et on n'avait pas à payer pour ça non plus. On était vraiment très très bien traités. Certains partent pour 1 ou 2 ans, mais en fait prolongent jusqu'à 5. Et finalement, beaucoup finissent par s'installer. Je pense que c'est aussi parce qu'ils ne voient pas d'avenir à ce pays avec les problèmes de violence, de manque de flics, comme dans toute l'Afrique. Le niveau se détériore fondamentalement. Et foncièrement, on ne veut pas de blancs ici. Notre contrat a été renouvelé chaque année, mais cette fois-ci, ils n'ont pas souhaité renouveler le mien. J'étais vraiment extrêmement triste de partir. On ne veut pas de blancs ici. Phrase révélatrice. L'apartheid a duré un demi-siècle, de 1948 à 1994, et ses lendemains sont durs. La minorité blanche, environ 20% de la population, se protège par barbelés et gardes armés. Mais l'existence est surtout dure pour les Noirs. À Soweto, combien sont-ils? Entassés et chômeurs à plus de 40%? 2 millions? 6 millions? Personne ne sait. Séparé du township par un pont, l'hôpital public de Baragwana est un camp retranché, comme en témoigne le directeur administratif, un émigré congolais qui a dû fuir son propre pays. Si je vous donne un petit statistique par exemple pour le week-end, de vendredi à 16h jusqu'à lundi matin à 8h, nous avons 47 blessures par balle. C'est vous dire que c'est un milieu très violent. Et comme je disais, on nous envoie des gens ici pour
ce genre d'exposition qu'on ne trouve pas ailleurs. J'ai été à l'hôpital Bicêtre de Paris cette année. Ils n'ont pas ce nombre de blessures par balle que nous recevons ici. Ce qui fait qu'un médecin qui vient ici en 2-3 mois, il a vu autant de blessures qu'il ne pouvait voir en 2 ans en France. Il y a donc toujours 2 mondes complètement séparés en Afrique du Sud. Les Blancs dont la majorité peut se soigner à ses frais, les Noirs qui doivent se contenter d'établissements publics surpeuplés. En fait, rien n'a vraiment changé dans la vie des Noirs, comme nous le fait découvrir Ludumo Douaba, au cœur du township de Langa, collé à la belle cité de Cape Town comme une excroissance malsaine. C'est dans ce genre de maison que les gens vivent dans le quartier. Si vous allez voir à l'intérieur, vous verrez qu'il y a 16 familles qui vivent dans une seule pièce. Il y a un problème aussi avec la santé des enfants en particulier. Ils sont tellement entassés qu'ils se transmettent des infections les uns aux autres. Les gens viennent d'un peu partout et s'entassent dans ce genre de maison. Ils passent juste un moment, ils viennent pour se laver et d'un seul coup la maison est pleine. Il y a plein de gamins ici qui vivent là et on leur étend des matelas en mousse pour qu'ils puissent dormir. La maison est pleine d'enfants et de petits-enfants. Ça, c'est la cuisine, juste un réchaud à pétrole. Je vais vous montrer un aperçu des conditions de vie dans les chambres. Ah oui. Cet homme vit dans cette chambre, c'est sa famille qui doit subvenir à ses besoins. Vous pouvez voir que 3 familles vivent dans cette seule pièce, en incluant les petits-enfants et les enfants. Donc plus de 10 personnes vivent dans cette petite pièce. On ne peut pas dire qu'ils peuvent profiter de la vie, ils ne font que survivre. Lui par exemple, quand il est malade, le docteur lui donne du fromage et des choses à manger. Dans cet univers défavorisé, les cabinets médicaux sont rares et payants, donc inaccessibles aux indigents. La partie la moins pauvre du township en abrite un. Sa propriétaire songe à partir. Ce n'est pas un dispensaire public ici. Je gère l'établissement sur mes propres fonds, mais par contre, c'est ouvert à tout le monde. Vraiment tout le monde. Mais ceux qui ne peuvent vraiment pas se les offrir, ça ne coûte que 9 € une consultation. Et ceux qui ne peuvent pas se le permettre, eh ben, ils vont à l'hôpital de jour. Parfois ici, on en voit plus de 80 par jour. On est vraiment, vraiment occupé. Mais comment vous en sortez-vous toute seule sans infirmière ? Je me demande qui peut le faire. Et de toute façon, j'ai vraiment envie de m'en aller parce que je ne gagne vraiment pas ma vie. Les malades vont donc pour la plupart à l'hôpital public. Mais pour sortir du township, il faut franchir une autoroute. Pas même de pont ici. Les malades traversent à leur risque et péril. De l'autre côté, la terre promise, à condition d'avoir la patience d'attendre. Les hommes, quand ils arrivent, ils doivent se présenter à la porte principale. Si jamais ils ont des armes à feu ou des couteaux, ils doivent nous les donner et on leur donne une carte en retour avec un numéro. Ensuite, tous les patients doivent rentrer ici, dans cette grande salle. Ils doivent attendre, s'asseoir et encore attendre qu'on appelle leur numéro. Faute de soignants en nombre suffisant, on attend des heures ou des jours. Les problèmes rencontrés par les autorités sud-africaines face à une population noire majoritairement dépourvue d'assurance personnelle et de sécurité sociale nécessitent à l'évidence une nouvelle politique de santé publique. Mais laquelle ? Nous considérons en ce moment que le cursus, le cycle d'études suivi par notre personnel de santé, ne correspond pas exactement aux besoins des malades de ce pays. C'est un cursus, un système d'études qui est emprunté en fait aux systèmes occidentaux
et qui pousse d'ailleurs ces mêmes pays à venir recruter chez nous nos personnels de santé. Les priorités médicales de la Nouvelle-Afrique du Sud, c'est les soins de santé primaires, c'est le rural, c'est le secteur finalement qui était traditionnellement défavorisé. Et on a moins besoin de personnel spécialisé en cancérologie et en maladies neurodégénératives, par exemple, qui affectent les populations d'âge avancé essentiellement blanches. Et on a plus besoin de médecins aux pieds nus, entre guillemets, qui sont capables d'aller dans la brousse et de travailler sur le terrain. Malheureusement, il va falloir faire des choix. C'est un service ou bien l'autre. On ne peut pas avoir les deux. Et au moment présent, il faut faire face à cette crise en déplaçant par exemple l'argent destiné à l'équipement vers la formation des soignants. Parce que sinon, ils quittent le pays. Et si nous ne formons pas nos jeunes médecins, la société va s'effondrer d'ici 10 ans. Vous voyez que ce sont des décisions budgétaires difficiles. Cruel dilemme. Qui a raison? Faut-il sacrifier en partie la recherche de pointe au profit de la formation de médecins se consacrant d'abord aux soins primaires? Pour le moment, le ministère de la Santé pallie comme il le peut l'absence de ses soignants des pauvres. Il fait massivement appel à des médecins cubains. L'un d'entre eux, le docteur Martinez, gère seul un dispensaire de soins primaires à Soweto. La ministre de la Santé sud-africaine a indiqué à notre président que l'on a besoin des médecins cubains pour 90% des soins primaires en Afrique du Sud. Il y a ici une population de 2 millions d'habitants à peu près, avec un staff réduit, très peu de personnel de santé, très peu d'infirmières. Ici, c'est la salle d'attente. On voit qu'elle est extrêmement chargée. Particulièrement en semaine, la queue des patients s'étend à l'extérieur parce qu'on a ici à peu près 800 personnes par jour. Étrange situation que celle du docteur Martinez. Il est l'un des 400 médecins cubains venus travailler en Afrique du Sud en vertu d'un accord de gouvernement à gouvernement. Mais le choc culturel a été rude. Ce qui se passe, c'est que les gens restent chez eux. Ils ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, ou bien ils ne pensent pas qu'ils sont vraiment malades et qu'ils ont besoin d'être soignés. La plupart des patients ne sont pas suivis. Alors qu'à Cuba, c'est tout à fait différent. On a beaucoup plus de médecins, on a un médecin pour la famille, et à ce moment-là, le soir, on peut consulter les gens chez eux, on les visite chez eux, et puis on regarde ceux qui sont malades, ceux qui ne le sont pas, et on fait des enquêtes complètes sur la famille. Après la fin de l'apartheid, le gouvernement démocratique à majorité noire de ce pays riche et émergent a dû faire appel massivement à la main-d'œuvre étrangère pour ne pas laisser ces malades pauvres dans un abandon complet. Le rôle de Cuba est plus douteux. Fidel Castro a négocié personnellement avec la ministre de la Santé un accord de fourniture de personnel, prélevant sa dîme au passage, tout comme un trafiquant de main-d'œuvre. Les conditions salariales pour un médecin cubain ici, c'est celle d'un contrat, un contrat signé par leur pays, un contrat qui leur donne une rémunération de la part de l'Afrique du Sud, une rémunération qui est équivalente à celle d'un médecin sud-africain. Mais sur cette rémunération, l'État cubain prélève une partie qui est la différence entre leur salaire comme médecin cubain à Cuba et leur salaire comme médecin en Afrique du Sud. Je pense que c'est une des bonnes raisons pour lesquelles ils sont démotivés et qu'ils se démobilisent et qu'effectivement certains d'entre eux, quand ils rentrent par un vol Iberia de l'Afrique du Sud à Cuba via l'Espagne, eh bien s'arrêtent en cours de route et font défection et réclament l'asile politique en Espagne. Que fera le docteur Martinez? Lui seul le sait. Pour le moment, les médecins cubains bouchent les trous laissés par l'émigration des soignants sud-africains qui refusent salaire et conditions de vie des zones rurales. Cette situation est-elle réversible?
Oui, dit la ministre, à condition que les pays du Nord ne fassent pas systématiquement fonctionner la pompe à soignants. Nous pensons qu'il est important qu'il y ait une sorte de code de conduite, de code d'honneur, pour ne pas désorganiser les systèmes de santé qui sont en voie de développement. C'est absolument fondamental, parce que, de toute façon, on ne peut pas contrôler le déplacement des gens. Alors oui, on appelle les gens à un nouveau patriotisme. On cherche à leur faire comprendre que leur travail est très important. Il faut qu'ils comprennent que leur travail est vital pour le développement de la qualité de vie des gens et des soins qu'on peut leur donner. Faut-il croire l'énergique Madame Tsimang? Les médias de son pays ne la ménagent pas. Gagnons maintenant l'autre Afrique, francophone et proche du Sahel, infiniment plus pauvre. C'est peut-être là que résident aujourd'hui les vraies solutions à l'africaine. Ces clichés traditionnels de la vie quotidienne en terre d'Afrique disent que le Mali vit encore à l'heure d'une agriculture de subsistance avec les moyens du bord. C'est un pays très vaste et très pauvre, où le revenu moyen par habitant est de moins de 250 € par an. Si les marchés surpeuplés de Bamako sont, comme on le dit, pittoresques, c'est grâce aux 1000 petits métiers insolites que la récupération et le système D font naître. Oui, mais voilà. Ici, l'espérance de vie des Maliens est passée de 35 ans en 1960 à 51 ans en 2000. C'est un progrès magnifique pour le continent africain. Il est dû pour l'essentiel à la création au Mali de centres de santé communautaires très particuliers et uniques en Afrique. Le docteur Balik, français naturalisé malien, a joué un rôle majeur auprès du gouvernement dans le développement de ces centres. Les centres de santé communautaires sont des centres de santé de droit privé sans but lucratif qui ont la particularité d'être créés et gérés par une association d'usagers. Cette association d'usagers regroupe 10, 15, 20 000 habitants qui se mettent ensemble pour en assurer le pilotage. Ces centres effectuent des consultations de médecine générale, des soins infirmiers, conduisent des actions orientées vers la santé de la mère et de l'enfant. Ils ont une maternité, ils font des consultations prénatales, des consultations postnatales, ils font de l'éducation sanitaire, donc l'ensemble des éléments que le ministère de la Santé doit assurer au niveau des populations. Et un contrat est établi entre l'association et le médecin. Ce contrat prévoit un salaire, une rémunération minimale et une rémunération liée aux activités, aux résultats. Le centre de santé communautaire du gros village de Bankoumana, à 80 km au nord de Bamako, fonctionne selon de tels principes. Il inclut un dispensaire qui accueille tout le monde moyennant un tarif de 1 € par consultation. Tous les villageois se cotisent pour le financer et payer aux médecins un fixe de 155 € par mois. La communauté prend aussi les indigents en charge. Le docteur Abderrahmane Diko, médecin à tout faire, dirige le centre. Notre patron nous disait souvent que le Mali a besoin d'un médecin qui est un bon gynécologue, un bon obstétricien, un bon radiologue, un bon traumatologue, un bon pédiatre, un peu de tout. Quand j'ai eu à faire la première césarienne, le bruit a circulé au moins sur plus de 30 km. Quand on a commencé à opérer les femmes à Bangoumana, comme maintenant on ne va plus encore à Bamako. Donc c'est une satisfaction
c'est mon petit bloc. Quand on a un travail, on le nettoie correctement. À l'eau savonneuse, on le désinfecte et on fait le travail, on nettoie, on ferme, on met du formol et c'est comme ça. C'est la césarienne d'hier. Extraction d'une petite fille. Donc, au cours du travail, subitement, elle s'est mise à saigner. Donc, urgence obstétricale, bloc, césarienne, extraction. Effectivement, on ne s'est pas trompé. L'extraction, la délivrance nous a montré des gros caillots de sang noirâtre. Donc, on ne s'est pas trompé. On était tout fiers. Parce que si on n'avait pas opéré cette dame, ça aurait trouvé que son enfant est décédé. Celle-là, c'est une dame de 40 ans. Comme on n'a pas la technique de l'opérer par voie basse, on a préféré lui faire une ventrofixation, qui est d'ailleurs une intervention très très ancienne, qui est carrément démodée. Aujourd'hui, quand même, c'est démodé, mais c'est une intervention qui peut être utile en brousse. Normalement, l'accouchement doit se faire avec des gants stériles. Étant donné qu'on n'a pas de doigtier, nous, on récupère les gants, on les lave, on les talque, et on fait les examens avec. Vous voyez pratiquement tout ce que vous voyez sur les étagères sont des médicaments en générique, uniquement en générique. Donc, coût beaucoup plus abordable. Je vous prends un exemple très concret. Par exemple, ça c'est de l'amoxicilline. L'amoxicilline 125, nous le cédons à 700 francs. Quand tu vas dans une structure, une pharmacie privée, on te donne le même médicament à peu près à 1500 ou à 2000 francs. Un exemple très concret. À peu près une césarienne te coûte à Bamako minimum 200-250 000. Nous, on le fait malgré nos ressources vraiment limitées, le plateau technique vraiment abordable, un peu acceptable. Nous le faisons 50 000. Soudain, urgence. Une dame de 30 ans, on vient de m'appeler pour me dire qu'elle est en train de saigner. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si elle saigne abondamment, il faut l'évacuer. Inopérable à Bankoumana, la malade est en danger de mort. Car pour faire 80 km sur des routes défoncées en saison sèche comme aujourd'hui, il faut 5 heures. En saison des pluies, on ne passe pas. La médecine de brousse est une médecine de guerre. On comprend qu'elle ne tente pas tous les médecins. Le personnel de santé de premier niveau, on a toujours besoin d'eux. Probablement le fait que dès leur sortie, ils trouvent une opportunité d'emploi a pu contribuer à préserver les ressources humaines du Mali de cet exode massif. Mais de l'autre côté, quand nous prenons les cadres, nous nous rendons bien compte que la situation est la même que dans tous les autres pays africains ou même européens, parce que l'être humain est toujours à la recherche de situations meilleures et les niveaux de salaire dans nos pays ne sont pas les plus attrayants aussi. Dire que tous les médecins iront s'installer en zone rurale, absolument pas. Mais penser que 20% des jeunes diplômés de la faculté puissent le faire paraît tout à fait réaliste. Est-ce vraiment là une position réaliste? Au CHU de Bamako, un interne originaire de Tombouctou, s'il accepte la brousse, refuse d'y travailler au-dessous de ses compétences. J'irai sur certaines conditions. Sortir de l'école de médecine avec certaines bases, il faut que sur le terrain, que j'ai au moins le minimum de matériel avec lequel je vais travailler. Sinon, je ne serai qu'un gros infirmier. Au sud comme au nord, il est difficilement acceptable d'occuper un emploi sous-qualifié. Un futur spécialiste le confirme. Nous sommes au XXe siècle, il faut penser à tirer quand même vers l'excellence. Quand je prends mon cas particulier, moi je viens de la première région à l'ouest. Là, il faut des généralistes. Mais également, au moment où je vous parle, dans ma ville natale, c'est-à-dire la ville d'Ekaï, il n'y a pas un pédiatre, il n'y a pas un cardiologue,
Et pour une ville vraiment d'une population de plus de 200 000 habitants, vous voyez que c'est un peu dangereux. Car le sous-développement et la pauvreté menacent directement la santé. Décharges en pleine zone peuplée, pollution sauvage. Tout concourt à rendre la vie urbaine aussi dangereuse que la vie rurale. Dans ce qui apparaît à tous les yeux comme un bourbier, il existe pourtant une recherche de pointe qui a pour but de combattre le palu. Elle commence par des recueils de données dans chacun des mini-centres dont le réseau couvre l'ensemble du pays. Prise de température, entretien avec les mères, mise en évidence du parasite dans le sang des enfants par la technique de la goutte épaisse. Tous ces prélèvements sont envoyés à Bamako, où la faculté de médecine abrite le pôle d'excellence du professeur Dumbo, un chercheur internationalement reconnu. La plupart de nos jeunes chercheurs, c'est les majors de promotion que vous allez voir. Ils passent la partie théorique des examens à l'étranger. Mais nous exigeons à ce qu'ils viennent faire la formation pratique des thèses chez nous. Ce qui nous permet de maintenir le lien ombilical entre l'équipe qu'il a envoyée et l'équipe qu'il reçoit. Et ça lui permet d'éviter de rester 4 ans en dehors du Mali et il ne sera plus un Malien. Et il a toujours la possibilité de revenir dans son pays. Et nous utilisons nos jeunes pour faire le transfert de technologies. C'est-à-dire toutes ces technologies, il faut que ce soit les jeunes Maliens qui l'amènent du nord vers le sud. Et la donnée la plus importante, c'est la motivation. Quand le chercheur vient dans son pays, il trouve une équipe compétitive, il se retrouve dedans. Et quand ces résultats sont utilisés par le programme national pour des actions de lutte pour aider la population, je crois que c'est un facteur de motivation qui permet à l'équipe de rester et de maintenir sa cohésion. L'expérience du professeur Dumbo à la faculté de médecine montre qu'une équipe africaine, 100% africaine, peut être compétitive avec n'importe quelle équipe internationale, peut répondre à des appels d'offres sur le sol américain, obtenir des contrats et participer à la production de vaccins. Il n'y a pas de recherche de pauvres, où elle est de qualité, où elle n'est pas. Donc fort de cette philosophie, les maîtres qui nous ont formés, et je crois qu'ils ont eu un impact important pour le développement de notre centre. Et le professeur Philippe Rank, le professeur Bernard Duflo, le professeur Bali que vous avez rencontré, quand ils sont venus soutenir la jeune équipe de l'école de médecine, ils ont rencontré des jeunes Maliens qui étaient motivés. Et ils ont dit ceci: nous sommes envoyés seuls par nos gouvernements, il faut qu'on fasse beaucoup de petits. Ils ont fait confiance à la jeunesse malienne. Je crois que c'est ça qui a été important. Ils nous ont dit qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas beaucoup de rangs, beaucoup de diflos, beaucoup de baliques. Et sans complexe de supériorité, ils ont recruté des Maliens sur les critères suivants: sur la qualité intellectuelle, sur la capacité de travail, sur l'engagement pour son pays. Et ils ont recruté cette première génération que j'appelle la génération F1. Ils ont formé à des niveaux vraiment doctoraux dans les universités françaises, italiennes. Et à partir de ce moment, la génération F1 a aussi formé la génération F2. Et ceci, ils ont multiplié, et avant de quitter, ils ont laissé une masse critique de Maliens capables de se prendre en charge. Donc nous avons eu la chance de n'avoir pas perdu de vue. Tous les jeunes qu'on a formés sont revenus et ils sont ici en train de produire la science pour le développement de leur pays. L'Afrique nous étonne. Le professeur Dumbo travaille dur pour obtenir un vaccin efficace contre la malaria et réussira peut-être dans ce domaine hautement compétitif. À Bankomana, un musicien illettré chante en s'accompagnant sur le simbi de vieilles histoires de chasse au lion.
Extrême archaïsme et vraie modernité se côtoient. Parfois même, une mondialisation inattendue nous rattrape. Que certains le souhaitent ou non, nos sociétés se mondialisent sur un rythme accéléré. Reste à faire du mélange inévitable des cultures une harmonie, non une cacophonie. Non à une mondialisation de prédateurs, si le jeu des chaises médicales doit laisser vide la dernière, celle du pays le plus pauvre, et priver les populations fragiles des soignants dont elles ont besoin comme nous, plus que nous. Mais oui à une mondialisation de la santé où l'homme ne soit plus obligatoirement un loup pour l'homme. Notre enquête prouve malheureusement que cette mondialisation-là reste à inventer. Mais l'enjeu est vital, et pas seulement pour le Sud, pour toute la planète.